Bonjour à tous, bienvenue mesdames et messieurs une fois encore sur votre émission Face à l'opinion, une émission socio-politique qui va recevoir pour vous aujourd'hui le président du Parti Mouvement Populaire de Libération MPL, Espérance TB, vous le savez. Depuis le 3 juillet 2021, il a pris les rênes de cette formation politique conduisant tout doucement sa destinée. Nous allons avec lui faire le point justement de ce qui se passe au niveau de cette formation politique tout en abordant beaucoup de sujets d'actualité. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue sur votre émission. Merci, bonjour, cher ami. Vous allez bien? Très bien. On vous a plus jamais pratiquement vu. C'est vrai qu'on vous voit avec souvent d'autres formations politiques. Dites-nous, il y a une question que je pose souvent aux partis politiques. Comment va le MPL jusqu'aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste, de nous donner une fois encore l'occasion de parler de notre formation politique et de nous prononcer, bien entendu, sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Alors, s'agissant de notre parti, le Mouvement Populaire de Libération, il se porte très bien. Et le parti, comme vous venez de le signaler, dont j'ai pris les rênes le 3 juillet 2021, continue de faire son petit bonhomme de chemin. Il faut dire qu'un parti dans le contexte actuel de notre pays est composé uniquement de jeunes nés dans l'opposition et qui essayent de frayer son chemin. Vous imaginez bien toutes les difficultés que cela comporte dans notre contexte sociopolitique. Mais en dépit de toutes les difficultés, nous avançons. Il faut dire que en prenant les rênes du parti, l'une des principales, comment je vais dire, plutôt l'un des objectifs que nous avions en vue à l'époque, c'était de nous organiser, de pouvoir participer aux élections à venir, et en l'occurrence les législatives qui devaient suivre quelques mois après. Nous avons pu, tant bien que mal, relever ce défi avec toutes les difficultés que cela comporte, et nous continuons de faire notre petit bonhomme de chemin. En dépit du contexte législatif qui se renforce, qui se referme sur les partis politiques au Bénin, nous essayons de frayer notre chemin avec beaucoup de courage, beaucoup d'espoir également, parce que, comme vous le constatez, cette jeunesse a soif de vivre sa liberté, a soif de construire un avenir meilleur, et c'est dans ce contexte que nous essayons d'avancer malgré les difficultés. En tout cas, vous avez parlé des élections législatives. Mesdames et messieurs, nous allons en revenir de long à large justement sur effet bilan de votre participation aux élections législatives de 2023. Lors de votre investiture, Espérance TB, vous vous rappelez, vous avez promis continuer dans la dynamique de départ. Secrétaire général, il faut le rappeler, vous vous retrouvez aux commandes du parti. Pensez-vous que vous avez respecté votre engagement? Oui, on peut dire aujourd'hui que les fruits ont tenu la promesse des fleurs, parce que pour beaucoup, le parti, à l'époque, jusqu'au 3 juillet, quand on fait le bilan aujourd'hui, de juillet 2021 à nos jours, le MPL a progressé et a renforcé ses bases, redynamiser ses structures, essayer de s'implanter sur le territoire national, malgré, comme je le disais tantôt, les difficultés que nous vivons, malgré la paupérisation continue que subissent les jeunes. Cela a dû impulser une certaine dynamique en notre sein qui nous a permis de resserrer les rangs et de croire en l'avenir, de croire en nous-mêmes, de bâtir un espoir d'un avenir qui serait meilleur. Et tout cela a contribué à nous enraciner, à relever progressivement les défis qui sont les nôtres, et surtout faire connaître les idéaux du parti, et comme je l'ai dit tantôt, pas sans difficulté. Votre défi majeur, vous parlez de défi justement, étaient les législatives de 2023. Votre credo est, je cite, déclencher la croisade ultime pour sonner l'union sacrée de l'opposition. Vous parlez des fruits qui ont tenu la promesse des fleurs. Est-ce que là, on peut encore dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Oui, bien sûr, parce que d'abord,
pour une jeune formation politique née dans les contextes que les Béninois savent aujourd'hui, pouvoir participer à une élection organisée sous la rupture, vous savez que c'est un énorme défi. Seul pouvoir transcender les difficultés et assurer sa participation à une élection organisée sous la rupture, c'est déjà un grand défi. Et ça, nous avons pu le faire avec la détermination des uns et des autres, avec les efforts des uns et des autres, tous ceux qui nous ont accompagnés, nous avons pu. Je pense que c'est un défi majeur. Maintenant, quant aux résultats à l'issue de ces échéances, ça c'est une autre paire de manches. Et si vous le voulez, on peut en parler. Vous savez, aujourd'hui, les élections au Bénin sont complètement dévoyées. Et c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de problèmes, c'est la fraude organisée à toutes les étapes, c'est participer en tout cas à une élection et gagner une élection, c'est beaucoup de défis. Et que notre formation politique ait pu réaliser cet exploit et que nous ayons pu quand même transcender ces pièges et autres, vous savez, c'est peut-être pas donné. Il y a d'autres formations politiques qui ont rêvé et relevé ces défis qui n'ont pas pu. On a vu, et certains ont dû être aidés d'une manière ou d'une autre avant de réussir, alors que nous n'avons eu aucune assistance. Et nous avons préjugé des difficultés qui devraient s'ériger sur notre passage. Nous avons anticipé sur beaucoup de choses en évitant de positionner par exemple des gens qui avaient des problèmes avec la justice et autres, des jeunes qui pouvaient obtenir facilement les quitus fiscaux. Nous avons anticipé sur ces questions-là. Toutes choses qui nous avaient permis de participer. Maintenant, quant aux résultats, certains penseront, parce que nous n'avons pas pu lever des sièges, que c'est un échec. Non. Je dirais plutôt que ça nous a forgé le mental, ça nous a permis d'éprouver la machine électorale sous la rupture, ça nous a permis de beaucoup apprendre sur aujourd'hui ce que c'est que la psychologie des citoyens en face de l'élection. Nous avons beaucoup appris et demain, ça nous permet de nous assurer que nous pourrons faire mieux, nous pouvons, en capitalisant ces expériences, nous pouvons faire mieux. Et c'est pour ça que depuis l'après ces élections, en dépit des fourberies et des jeux de béninoiserie et autres que nous avons connus, nous nous sommes remis immédiatement au travail et en ce moment, nous sommes en train de progresser tout doucement avec toute l'opposition pour trouver les meilleurs moyens, la meilleure approche d'aborder les élections générales de 2026 qui pointent déjà à l'horizon. En tout cas, Expérience TV, les législatives de 2023, il faut le rappeler, mesdames et messieurs, vous avez enregistré 26 415 voix, soit un taux de 1,07%. Oui, exactement. Oui. Beaucoup disent quand même que le MPL ne s'est pas préparé considérablement pour cette élection législative 2023, mais au-delà, c'est que, bon, vous n'avez pas la base qu'il faut, c'est-à-dire que, tout simplement, le MPL est une coquille vide. Non, pas du tout. Écoutez, je ne vais pas me féliciter de ces résultats, mais je ne vais pas non plus jeter la pierre à ces braves hommes et femmes qui ont travaillé pour que nous puissions avoir ce résultat. Vous savez, il y a des formations politiques qui existaient bien avant nous et qui n'ont pas pu réaliser ce score. Donc, lorsque vous mettez sur la balance tous ces paramètres, vous devez quand même, vous, en tant que jeune, nous féliciter d'avoir relevé ce défi. Ce n'est pas tant le score obtenu. Écoutez, moi, je profite même de l'occasion pour féliciter à nouveau tous ces hommes et femmes qui ont contribué, d'abord les candidats, qui ont contribué à ce qu'on puisse réaliser ce score. Et après, les populations surtout,
nos concitoyens qui ont cru en nous et qui nous ont aidés à réaliser ce score sans le moindre moyen. Si on met dans la balance, je disais tantôt, tous les paramètres qui ont permis à certains partis, dits grands partis, de réaliser, de lever les sièges, vous conviendrez avec moi que si nous étions partis sur des pieds égaux, sur la même base, on aurait fait mieux qu'eux. Et vous savez, c'est sans moyens, avec beaucoup de difficultés, que nous avons pu réaliser cet exploit en dépassant certains partis qui étaient beaucoup plus anciens que nous, qui ont mis beaucoup plus de moyens que nous. Mais voilà. Et comme je le disais tantôt, nous avons beaucoup appris de cette participation. Nous avons tiré beaucoup de leçons et ceci nous permettra forcément de faire mieux à l'avenir. C'est ça. Tantôt, je disais que nous sommes en train de construire tout doucement, et renforcer nos bases, nos structures de base, et améliorer la qualité des hommes surtout, et nous former. Et c'est ça, vous voyez, depuis un certain temps, le parti se déploie à former, renforcer le leadership des femmes, et également renforcer au même moment nos structures de base, en les étoffant davantage, en ramenant la qualité des hommes au sens de nos préoccupations. Et je pense que tout ça contribuera à améliorer forcément la santé de notre parti sur l'échiquier, à nous permettre de renforcer nos atouts pour 2026. Visiblement, vous êtes très optimiste pour les élections à venir, les élections générales de 2026. Vous avez tiré enseignement des élections précédentes législatives 2023. Quels sont les moyens que vous mettez maintenant en place pour mieux sauter à l'avenir? Écoutez, même si le code électoral actuel se présente comme être rédhibitoire pour beaucoup pour la participation aux élections de 2026, nous, au MPL, nous gardons espoir que, en travaillant en bonne synergie au sein de l'opposition et en trouvant un mécanisme qui va en face des difficultés érigées sur notre chemin, nous allons aider le peuple qui est déjà avec nous, qui est acquis à notre cause. Nous allons l'aider à transcender ces élections générales avec succès. Et c'est pour ça que je continue d'être animé de l'espoir que nous allons trouver en nous le génie nécessaire pour affronter avec succès ces élections en dépit des difficultés déjà érigées sur le chemin. Il faut que nous puissions, nous, acteurs politiques, et surtout de l'opposition, ne pas tuer cet espoir que nos concitoyens ont et placent en nous de pouvoir les tirer d'affaire, de pouvoir les sortir de ces difficultés qu'ils sont en train de vivre depuis quelques années. Nous devons nous mettre à la hauteur de cette espérance et construire cette alchimie nécessaire à affronter dans tous les cas les difficultés qui sont en train de se présenter à nous pour 2026. C'est pour ça que il ne nous revient pas, il ne revient pas à moi, chef de parti, de tuer cet espoir que nos concitoyens placent en nous. C'est plutôt de garder la flamme, de pouvoir les aider, les organiser à affronter ces difficultés-là avec succès. Et je garde espoir, mes camarades et moi, que nous trouverons le mécanisme, nous trouverons les moyens nécessaires pour amener le peuple à la victoire. Qu'est-ce qui gêne si tant, parce que vous parlez de code électoral justement, abordons ce sujet directement, de façon directe, qu'est-ce qui gêne si tant dans ce code électoral? Alors, monsieur Mathieu, il n'aurait pas échappé à votre mémoire que le code électoral que nous avons expérimenté aux dernières élections, en 2023, déjà présentait beaucoup de difficultés quant à la participation de l'opposition à ces élections. D'abord, c'est un code, d'abord même le seuil
de représentation où les formations politiques devraient pouvoir avoir 10% avant de lever des sièges. Ça, nous l'avons combattu en vain et ça s'est imposé à nous pour notre participation à ces élections. Nous sommes allés éprouver ça et vous avez vu combien il n'y a que 3 partis qui ont pu obtenir ce seuil de 10% pour lever les sièges. Aujourd'hui, c'est ces 3 partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Au-delà de ça, les règles de participation, quant aux pièces à fournir pour participer à ces élections, il y a beaucoup de choses qui étaient des obstacles aux citoyens libres. Ce quitus fiscal, c'est des pièces redondantes, et c'est un parcours de combattants pour pouvoir réunir les pièces et participer à ces élections. Nous avons pensé, nous espérions que après ces élections de 2023, en abordant les échéances de 2026, que on allait revoir cette difficulté pour pouvoir permettre une participation plus inclusive de toutes les forces politiques du pays. Mais vous mettez quoi dans l'inclusion? Dans l'inclusion, c'est que il n'est pas nécessaire dans une démocratie pluraliste où on veut une représentation équitable de toutes les couches socio-professionnelles du pays, de limiter le seuil pour lever des sièges à l'Assemblée à ce niveau-là. Comparaison n'est pas raison, mais il se trouve aujourd'hui que même à 10%, nous faisons partie des pays qui ont le taux le plus élevé pour lever des sièges à l'Assemblée. Pourtant, nous avons eu 3 partis politiques qui ont pu relever ce défi. Et vous pensez que c'est un succès? Ah ben, c'est parce qu'ils ont pu tirer leur épingle de jeu. C'est une épreuve. Soit. Mais que pour 2026, qu'on vienne multiplier ce taux par 2 et qu'aujourd'hui, on demande 20%, non seulement à l'échelle nationale, mais 20% par circonscription électorale. C'est encore plus corsé. Alors que, quand on scrute les résultats aux dernières élections, aucune formation politique n'a pu atteindre ce seuil-là. Vous convenez avec moi que on vient ainsi encore de renforcer l'exclusion, je vais le dire, il n'y a pas 2 mots pour le dire. On vient ainsi de renforcer l'exclusion, d'écarter certaines formations politiques qui ne peuvent pas visiblement obtenir ce seuil avant de pouvoir d'espérer lever des sièges. Alors, ça, ce n'est pas pour renforcer la démocratie, de notre point de vue. Ça, c'est plutôt renforcer l'exclusion, les compartiments dans notre société. Ce n'est pas pour renforcer les liens. Or, vous savez, l'unité nationale, la paix sont des choses chères à nos concitoyens, à notre pays. Si depuis 90 où résolument le peuple s'est engagé sur cette voie de démocratie, après avoir vécu plus de 17 ans d'un régime militaro-marxiste, c'est parce que nous avons estimé que c'est la voie, c'est ce qu'il faut pour nous conduire au développement. Il est totalement inopérant qu'une faction au pouvoir puisse décider de renforcer les clivages, de chercher à entamer cette unité nationale en renforçant ces mesures qui tendent à écarter des partis politiques, à exclure certaines formations politiques à la compétition électorale. Donc, je disais tantôt, aller à ce nouveau code électoral que nous contestons aujourd'hui n'est pas une chose pour aider les formations politiques, la participation équitable de toutes les formations politiques. Vous savez, nous étions alors à plus de 200 partis politiques dans notre pays. Depuis l'avènement de la rupture, les réformes mises en œuvre ont permis aujourd'hui de ramener l'échiquier politique à juste une douzaine de partis politiques. Bon, dire que
estimer que c'est encore trop et que c'est en continuant pas à resserrer ces mesures qu'on va faire disparaître certaines formations politiques. Je pense qu'on ne mesure pas bien les conséquences d'une telle mesure, parce que ça va renforcer les clivages entre les couches socio-professionnelles du pays, entre les différents compartiments. Vous savez, le peuple béninois, c'est du nord au sud, c'est plusieurs groupes sociaux, ethniques qui se mettent ensemble, qui depuis des années essayent de construire l'unité du pays. Et si on force les groupes en les excluant de la compétition électorale de cette façon, cela ne renforce pas l'unité. Or, il est bien clair, et l'expérience en Afrique, que ce soit en Afrique ou dans le monde, des problèmes que vivent certains pays nous montrent que tant que les groupes socio-ethniques ne se mettent pas ensemble dans un pays, il est difficile que le pays travaille à aller au développement. On ne peut pas privilégier d'autres considérations politiques et empêcher que les gens ne puissent s'exprimer librement, que les gens ne puissent s'organiser, se regrouper en toute liberté. Je pense que en continuant de renforcer ces mesures, on passe de 10% à 20%, ça c'est agir sur l'unité du pays, et je pense que ce n'est pas ce qu'il nous faut, ce n'est pas la nécessité aujourd'hui pour le pays avant d'aller au développement, avant d'apporter le pain et la paix que nos concitoyens désirent. À vous entendre, ce n'est que le taux renforcé qui vous gêne dans ce code électoral? Non, il n'y a pas que ça. C'est la principale mesure d'exclusion qui est érigée. Sinon, de façon globale, toutes les mesures tendent à renforcer l'exclusion, à, je vais dire, empêcher la libre compétition. Quelle autre mesure, par exemple? Écoutez, ce quitus fiscal dont je parlais tantôt, qui est délivré par l'administration. Nous avons souhaité que des mesures de son obtention soient éditées dans ce code pour qu'il ne soit pas permis à l'administration de l'utiliser, évidemment, comme mesure pour empêcher des individus d'être candidats, de compétir. Cela n'a pas été observé. Le parrainage, en renforçant le parrainage, vous savez que les élections successives jusque-là n'ont pas permis à toutes les formations politiques constituées de participer, d'obtenir des maires aux élections de 2020. Ensuite, en 2023, c'est seulement 3 formations politiques qui ont pu participer, qui ont pu obtenir lever des sièges aujourd'hui. Et si on doit se baser sur ces résultats-là pour exiger le parrainage à tous ceux et celles qui estiment pouvoir compétir à la présidentielle de 2026, vous convenez avec moi déjà qu'il y a une certaine forme d'exclusion qui s'exprime là. Tous les concitoyens ne sont pas libres. Et c'est pour ça que quand je vois certaines personnes aujourd'hui se lever des cuits d'âme pour dire qu'ils iront à ces élections, je me dis simplement que ils ont envie d'amuser la galerie. Et comment ferions-nous pour obtenir ce parrainage de 28 élus requis? Si aujourd'hui, nous avons seulement 3 formations politiques qui sont en mesure de mobiliser ces parrainages. Encore que, bref, il y a beaucoup d'autres mesures qui fait que c'est une épée de Damoclès qui pèse sur tous ceux qui désirent participer librement à ces échéances présidentielles de 2026. Bref, la liberté d'expression, je veux dire, la liberté d'aller, de s'exprimer, de vouloir briguer un poste électif, que ce soit au niveau des mairies, au niveau à l'Assemblée nationale, reste toujours contrôlé, je vais dire, à travers ce code-là, ce que nous continuons de fustiger. Est-ce qu'il faut retirer le code ou vous avez des propositions concrètes? L'ensemble des partis de l'opposition
a fait des propositions. Vous vous souvenez bien à travers notre sortie le 13 mars, oui, du 13 mars 2024 au Golden Tulip. Justement. Nous avons conçu un ensemble de propositions qu'on voulait faire valoir au niveau à l'Assemblée, au niveau de la confection de ce code électoral, mais qui malheureusement n'avait pas prospéré. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre avec les autres corps constitués de la nation, la société civile, les organisations de la société civile, et il n'aurait pas non plus échappé à votre mémoire, et les deux colloques scientifiques organisés par le clergé, où des scientifiques, les experts de différents horizons se sont retrouvés et ont analysé de fond en comble ce code. À cette occasion, des propositions également, de nouvelles propositions ont été faites. Et aujourd'hui, notre souhait, c'est que ce code soit relu. C'est à cela que nous travaillons sans désemparer pour amener les uns et les autres à éliminer toute raison d'amener le peuple, d'amener notre paisible peuple du Bénin à exploser, voilà, en face d'un code électoral qui ne permet pas à toutes les formations politiques de s'exprimer, de compétir librement. Voilà. Sans ce code, vous pensez quand même lever des sièges, conquérir le pouvoir, Espérance TV? Je vous ai dit tout tantôt que nous avons le devoir, l'espérance, des cris de cœur de nos concitoyens, de les aider, de trouver en notre sein le génie nécessaire pour aider nos concitoyens à pouvoir parvenir à ce qu'ils souhaitent. Et c'est pour ça que nous allons trouver, l'ensemble de l'opposition, nous travaillons en ce moment à cela, nous allons trouver les moyens nécessaires pour pouvoir aider le peuple à choisir ce qu'il désire. C'est ça. Et c'est ça aussi, c'est la démocratie. Que les peuples puissent choisir en toute liberté les dirigeants qu'ils souhaitent. Et nous allons y arriver. Vous allez y arriver. Dans vos expressions, il y a un groupe de mots qui revient chaque fois, l'ensemble de l'opposition, Espérance TV. Vous avez décidé maintenant de faire bloc avec les démocrates, NFN, GSR et j'en passe. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous trouvez utile quand même que l'opposition pourrait quand même se réunir pour conquérir ce pouvoir dont vous parlez? Je vous comprends à demi-mot, mais nous, au Mouvement populaire de libération, depuis toujours, nous avons prôné l'union. Parce que pour un pays comme le Bénin, nous pensons fermement que ce n'est pas en partitionnant nos efforts, ce n'est pas en érigeant des formations politiques claniques ou familiales que nous allons aider à régler les problèmes existentiels de nos concitoyens. Et donc, à cet effet, depuis sa naissance, dans les contextes que vous savez, notre parti a toujours prôné l'union des forces de l'opposition afin de donner plus de chances à nos concitoyens d'obtenir ce qu'ils désirent. Et c'est ce que nos compatriotes nous demandent. De toutes les contrées, les Béninoises et Béninois veulent que l'opposition puisse se mettre ensemble afin que la tâche leur soit facile. Et nous avons été le moteur de cette union depuis toujours. Je vais dire à contre-cœur que parfois le Mouvement populaire de libération se retrouve à faire cavalier seul dans certaines circonstances. Sinon, nous avons toujours œuvré pour agir en synergie. Et aujourd'hui, nous travaillons fermement à cela, aux côtés des autres formations politiques de l'opposition. Et les jours à venir, les semaines à venir, vous verrez davantage ce que nous sommes en train de faire pour que cette opposition d'une seule voix puisse affronter les défis de 2026. Seul
nous sommes faibles. Ensemble, c'est plus sûr. Et c'est fort de cet adage que nous, au sein de notre parti, nous ne ménageons aucun effort pour rester ensemble. Nous nous sommes montrés toujours les plus conciliants, ceux qui sont en mesure de faire plus de sacrifices pour que cette union se réalise. Vous savez, c'est ce qui manque le plus au Bénin. L'individualisme. Et les Béninois, bien que nous soyons quand même assez patriotiques, ça il faut reconnaître ça à nos concitoyens, les Béninois sont très attachés à leur pays et on peut tout leur reprocher, mais les Béninois sont patriotiques. Mais par contre, le Béninois aime trop l'individualisme. Nous ne savons pas travailler en groupe ensemble. Et c'est ça qui explique tous les problèmes que vous allez voir au sein des organisations. Nous ne savons pas travailler ensemble. C'est partout. Et même à votre niveau, au niveau des médias, vous allez voir un petit pays comme le nôtre, vous voyez combien de médias animent l'échiquier. C'est ça qui fait du pluralisme, est-ce que oui, on ne va pas œuvrer pour un pluralisme qui va empêcher de régler les problèmes de nos concitoyens. Je suis sûr, je viens de le dire, ensemble, on est plus fort. Et ça, il faut qu'on apprenne à le faire. Je vous donne un exemple que j'observe souvent. Depuis le régime Kérékou II, les régimes successifs ont voulu instaurer l'assurance maladie. Jusqu'à ce jour, jusqu'au régime de la rupture, vous avez constaté qu'il y a eu de la difficulté à mettre ça en œuvre. Parce que nous ne savons pas, les Béninois ne savent pas se mettre ensemble. Or, quand on n'est pas ensemble, on ne peut pas faire de grandes choses. Le Béninois se bat trop pour l'individualité. On voit trop les choses en micro, seul. On veut aller seul à tout faire. Or, aucun pays sérieux sur cette planète n'a pu régler le problème d'accès à la santé de ses concitoyens sans mettre en œuvre une assurance maladie qui couvre la majeure partie de ses citoyens. Les citoyens, à part quelques-uns, l'élite, qui se retrouvent dans certaines professions ou dans certains corps de métier, on ne peut pas espérer des citoyens qu'ils aient les moyens de subvenir, de payer les frais de santé pour être en forme. Mais il y a eu cette difficulté parce que les différentes choses, on n'est pas habitué à mutualiser les efforts pour obtenir de grandes choses. Ça fait que cette assurance maladie, bien que les régimes successifs viennent, on lance, on conçoit toutes les stratégies, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les Béninois ne savent pas mutualiser les... On ne sait pas travailler ensemble pour obtenir de grandes choses. C'est dans tous les corps de métier. Et ça s'est retrouvé également aussi, c'est ça qui s'exprime au niveau de nos formations politiques, où chacun, vous allez voir, il y a des mouvements partout, on crée même des mouvements de famille, voilà, et tout le monde veut avoir le titre de président, on veut avoir... On ne peut pas avancer, on ne peut pas grandir, on ne peut pas réaliser de belles choses. Ce dont nos concitoyens ont besoin, c'est de régler leurs problèmes existentiels, les besoins fondamentaux de nos concitoyens. C'est ça que c'est ça que les gens ont besoin. On n'a pas besoin de 10, 20 ou 1000 partis politiques, mais même qu'on puisse apporter des solutions aux problèmes quotidiens de nos concitoyens. C'est ça que les Béninoises et les Béninois veulent. Mais on va se battre pour se fractionner, pour faire des guerres de tranchées entre nous, en nos seins, et faire des coups bas. Et ça, c'est ce que nous essayons, depuis que nous sommes arrivés à la tête de notre parti, de combattre et de promouvoir une certaine, en dépit des difficultés, de promouvoir un esprit puritain, et montrer quand même à nos concitoyens que sans une certaine rigueur, une certaine discipline, sans nous mettre ensemble dans l'espoir de bâtir quelque chose de sérieux et de grand, on ne peut pas régler les problèmes de nos... On ne peut pas arriver à bout des problèmes de nos concitoyens. Et c'est pour ça que
nous continuerons cette bataille avec nos camarades au sein de l'opposition pour que 2026 apporte à nos concitoyens cet espoir, pour que ce ne soient pas les politiques qui déçoivent nos concitoyennes et concitoyens au niveau de ces échéances de 2026. En tout cas, à entendre l'opinion, Espérance TB, vous n'inventez rien parce que ces différents blocs avaient déjà existé. Vous avez parlé de Kérékou 2. Vous vous rappelez l'UBF qui avait existé de façon circonstancielle. On a beau peut-être dire à l'opinion ou aux populations quand même qu'on veut rendre leurs conditions de vie meilleures. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que le même piège pourrait vous rattraper? Est-ce que ce regroupement avec les autres partis de l'opposition n'est pas circonstanciel autrement? Non, non. Je pense que ne soyons pas pessimistes. Ne soyons pas pessimistes et il faut pas, je le répète, il ne faut pas décevoir l'espoir de nos concitoyens. Aujourd'hui, le peuple veut, le peuple béninois veut, l'a exprimé de diverses manières, veut que les gens se regroupent. Que ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime en place se mettent d'un côté, que ceux qui soutiennent le régime également se mettent de l'autre côté, pour qu'ils puissent nous départager. C'est ce que veut le peuple. En dépit de toutes les gymnastiques, de toutes les stratagèmes pour exclure des groupes, certains groupes, c'est ce que le peuple veut. Et nous voyons également que pour transcender cette difficulté, c'est érigé sur nos parcours à travers ce code électoral. Nous ne pouvons, la première condition, c'est de se mettre ensemble. Sans calcul partisan, sans calcul, comment appelle-t-on, d'intérêt égoïste et personnel. C'est d'abord ça. Parce que si, comme moi je le constate malheureusement au niveau de certains groupes, si nous continuons de faire des calculs d'intérêt corporatif, nous n'allons pas y arriver. Nous passerons tous à côté. Mais nous ne devons pas craindre ou perdre de vue que dans les regroupements, si le regroupement est fait de façon circonstancielle, juste parce qu'il y a une difficulté actuelle, après, il sera difficile. Mais il faut que nous puissions au Bénin apprendre à vivre ensemble. Je reviens sur ça. Il faut qu'on apprenne à construire ensemble. Les Béninois ne veulent pas avoir forcément 1000 partis politiques ou non. Les Béninois veulent que leurs problèmes quotidiens, le problème du quotidien du Béninois puisse s'améliorer. Les gens puissent avoir accès à l'éducation, avoir accès aux soins de santé. C'est ce que les citoyens béninois veulent. Donc, maintenant, si nous, acteurs politiques, nous venons de divers horizons avec nos offres, pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour essayer de synthétiser tout ça de manière réaliste, voir qu'est-ce que nous offrons à ce peuple-là. C'est ce que nos concitoyennes et concitoyens nous demandent. Il faut qu'on s'éloigne de ces groupes qui se contentent de raconter des carasbistouilles à nos concitoyens, où on vend du vent. Il faut qu'on se mette ensemble pour bâtir quelque chose de vrai et de durable. Le Bénin ne peut pas s'isoler dans le Conseil des Nations. Non, on ne peut pas se mettre en aparté et se développer. Et donc, c'est pour ça que, en dépit de ce que vous évoquez tantôt, des difficultés d'implosion même future, on doit d'abord se mettre ensemble, apprendre à se tolérer, apprendre à rester, à construire ensemble. Et nous allons œuvrer de toutes nos forces pour bâtir cela. En tout cas, je vais exploiter votre mot. L'ensemble de l'opposition démontre combien de fois cette opposition est solidaire, est unie, vous le dites si bien, en exploitant justement vos mots. Et puis, vous avez même fait une conférence de presse, si vous vous rappelez, Espérance TB, tout récemment, en parlant justement
du dossier Frère Onvi, ou Steve Amoussou, si vous le voulez. Et puis, au siège du Parti Les Démocrates, vous vous rappelez encore de cette conférence de presse, vous avez pris la parole, vous avez même appelé, vous, particulièrement le peuple béninois, à une mobilisation. Si vous êtes pour l'équité et si vous êtes pour la justice, le respect à la Constitution, pourquoi ne pas laisser la justice faire son travail? D'abord, je voudrais faire une mise au point. Moi, personnellement, je n'ai jamais parlé du Frère Onvi parce que je ne le connais pas. D'accord. Voilà, et ça c'est honnête. Et d'ailleurs, vous avez eu le temps de le constater. Moi, je ne vous conterai jamais des histoires pour faire plaisir. Je dirai uniquement la vérité. Et oui, si je ne peux pas, si sur certains sujets, je trouve que je ne peux pas vous dire la vérité, je préfère ne pas parler. D'accord. Alors, donc, s'agissant de ce dossier, je pense qu'au niveau de l'opposition, nous nous sommes fourvoyés un peu. Mais parce que, personnellement, je ne connais pas le Frère Onvi, donc je ne peux pas parler de lui. Mais vous étiez à la conférence de presse. Oui, bien sûr. Et pourquoi bien vous sûr, y étiez? Et j'assume. Voilà. Oui, j'assume pleinement ma participation à ça. J'ai appris que un citoyen, notamment M. Amoussou Steve, aurait été arrêté et conduit à la criette, à la BEF à l'époque. Bon. Certains ont parlé, ont fait la liaison pour dire que ce serait le Frère Onvi. Mais moi, même ce jour de la conférence, dans la concertation préalable, je l'ai dit à mes collègues, je ne voudrais pas m'aventurer sur des choses que je ne connais pas, que je ne certifie. Je ne connais pas Onvi, donc je ne peux pas dire que c'est lui. Je n'ai aucun élément pour dire que c'est lui. Donc, mais par contre, c'est la question de principe. Justement. Même si c'est de vous, M. Mathieu, qu'il s'agit. Si aujourd'hui, vous tombez dans les mailles de notre appareil judiciaire, et j'estime que vous avez besoin d'un secours, d'être défendu, comme tout Béninois, je viendrai à votre secours. Comme je le fais d'ailleurs, et ceux qui me connaissent le savent. Tous les jours, c'est ce que nous faisons. Bon, ici, ça a été médiatisé, c'est toute la différence. Et c'est ça ce que je vous disais tantôt. En dépit de nos différences, on doit pouvoir se mettre ensemble. Et je ne partage pas complètement cette approche que les camarades ont eue autour de ce dossier, en mélangeant les choses. Mais il reste constant que nous, au niveau de notre parti, nous avons apporté tout notre soutien à M. Steve Amoussou, qui s'est retrouvé dans des difficultés parce que les conditions de son interpellation pour nous n'étaient pas claires. Bon, maintenant, si après, certains qui connaissent le Frère Onvi, cet activiste, et qui le relie à Steve Amoussou, ça c'est tout un autre débat sur lequel moi j'évite de m'aventurer parce que je n'ai aucun élément. Vous parlez de principe. Vous avez même dit que vous êtes allé vers vos collègues pour leur dire que vous ne voulez pas vous hasarder à aller sur ce dossier. Justement, quelle a été leur réaction? Non, je ne vais pas me mettre à vous dire que... Parce que nous y sommes. À transcrire les discussions à notre sein. Mais ce qui est constant, et je répète, Monsieur Steve Amoussou a eu des difficultés avec notre justice et les conditions de son interpellation ne nous ont pas paru claires. Et nous avons estimé que, par principe, il faut aller à son secours. Il faut exiger que tous ses droits soient préservés pour que justice lui soit rendue. Ça, c'est la position de notre parti et c'est ce que nous avons exprimé. Maintenant, je dis et je répète que je ne connais pas le Frère Onvi, je n'ai aucun élément pour dire aussi que Steve Amoussou est Frère Onvi, et j'ai prévenu, je reviens pour dire que j'ai prévenu en son temps qu'il faut éviter de faire cet amalgame. Bon.
aujourd'hui, j'assume quand même et je dis que ça a été une erreur de la part de certains d'entre nous de faire très vite cette confusion, parce que qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il s'agit du frère Ouvi? Et ça n'a pas tardé, la suite, vous avez vu la suite. J'ai prévenu, parce que nous ne connaissons pas le frère Ouvi. Nous ne le connaissions pas. Maintenant, même si certains pensent le connaître, mais ils ne nous ont pas apporté la preuve qu'il s'agit de lui. Bon, nous avons entendu certains de nos compatriotes qui étaient en dehors du territoire dire qu'il s'agit du frère Ouvi qu'on a arrêté. Mais sur quelle base voulez-vous que moi, je crois en ça et que je répète ça? Vous allez constater que nous restons extrêmement prudents dans nos prises de position dans pareilles circonstances. Je répète que pour une question de principe, et si cela vous arrivait, même vous qui êtes là, si on vous interpelle aujourd'hui dans des conditions floues, nous allons nous prononcer, nous allons venir à votre secours. Et c'est ça. Si nous estimons que vos droits ne sont pas respectés, nous allons exiger que vos droits soient respectés. Nous n'avons pas eu l'intention, du moins la prétention, de nous interposer au travail de la justice. Nous ne le ferons pas. Nous n'avons pas envie de paraître comme ces jeunes qui se mettent au travers de tout. Nous n'allons pas afficher, même à l'opposé de ceux qui ont cet esprit dithyrambique ou laudatif à applaudir tout ce qui se fait de l'autre camp. Nous n'allons pas aussi, à l'opposé de ceux-là, nous rebeller contre les règles établies. Mais nous allons nous exprimer, nous allons les combattre si nous estimons qu'il y a injustice. Où est-ce que l'injustice se trouve justement, Espérance TV? Vous voulez parler dans le dossier Amoussou? Dans le dossier Steve Amoussou. Mais écoutez, si on apprend qu'on est allé arrêter quelqu'un sans un mandat, et à l'époque, au moment où, à la commission des faits, nous avons appris que la personne a été enlevée sans des décisions de justice, par des gens qui ne sont pas connus. Vous ne voyez pas que là, il y a nécessité que des gens comme nous, qui plaidons pour le respect des règles dans une société démocratique, que nous exprimions. Il y a matière qu'on s'exprime. Maintenant, après, vous avez suivi toute la suite. Du côté de Lomé, où après, c'est des mandats d'arrêt. Après, il y a eu un premier procès qui s'est produit, où finalement, on apprend que c'est une affaire personnelle, que des gens sont allés l'enlever contre toutes règles établies en matière de justice. Là, vous convenez avec moi que nous avons eu raison de nous préoccuper du cas de M. Steve Amoussou. Parce que ses droits ont été violés là. On ne peut pas aller l'enlever sans une décision de justice. Parce que quelqu'un se serait, comment on l'a appelé, même quelqu'un aurait dit qu'on lui a envoyé de l'argent, de je sais où, et par voie vocale, etc. Tout ça. Non. Nous pensons que dans un pays qui se respecte, il faut qu'on évite ces gens de choses. Et vous avez vu combien cela a pu entacher l'image de notre pays, que ça se passe ainsi. Ça, nous nous prononçons contre. Maintenant, l'autre facette du jeu a dit qu'il s'agit de Steve Amoussou qu'on a arrêté. Comment voulez-vous que moi je dise ça? Est-ce que vous ne voyez pas, parce que vous parlez de l'ensemble de l'opposition, que vos amis d'en face ou vos amis d'à côté, est-ce que ce n'est pas eux qui ont beaucoup plus enfoncé sur le dossier? Enfoncer qui? Enfoncer le dossier, enfoncer Steve Amoussou, et puis reliant Steve Amoussou au frère Ouvi. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est eux-mêmes? Parce qu'on a vu les pancartes circuler, on a vu des affiches, on a vu des contestations, très vite on s'est mobilisé. Est-ce que vous ne voyez pas que l'erreur même se trouve dans votre propre camp? Bon, moi, il ne me revient pas de vous dire où se trouve une erreur, où ne se trouve pas une erreur. Vous pouvez quand même situer les responsabilités. Mais par contre, non. Par contre, il reste toujours constant que il n'y a aucun, moi je ne dispose d'aucun élément pour relier Ouvi à Steve Amoussou.
que moi j'ai défendu. J'ai défendu Steve Amoussou. Je ne sais pas. Vous parlez de vous parlez du MPL. Oui, mais oui. Les autres, je ne sais pas. Les autres, vous non. verrez. D'abord, le premier jour que l'information a circulé, bon, les camarades, nos cas au niveau du parti, du directoire du parti, on s'est concerté rapidement. Pour certains, il fallait faire même immédiatement une déclaration. Et ma position, dès le premier jour, a été non. Il faut être prudent, il faut se prononcer sur des faits avérés. Il ne faut pas se prononcer sur une rumeur, sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Sur le sensationnel. Sur le sensationnel. Non, il faut se prononcer sur des faits avérés. Sinon, après, vous perdez la face. Et ça a été ma position jusqu'au bout. Steve Amoussou a été interpellé à Lomé dans des conditions floues. Là, je vais me prononcer. Et c'est ce que nous avions fait. Maintenant, le relier à Rouville, là, certains ont été aux excès. Et que, voyez-vous, des gens aient confectionné des pancartes même à cet effet, vous voyez, dans ça, c'est un peu une question de manque de discipline dans les groupes. Voyez-vous, je n'aurais jamais voulu que dans la confection d'une stratégie qu'on fasse des choses du genre. Parce que qu'est-ce qui nous montre qu'il s'agit de Rouville? Aucun élément. Bon, peut-être il y a eu la déclaration d'un de ses avocats aussi qui a comment on appelle-t-on, qui a animé la confusion. Justement, c'est ce que je dis. Est-ce que ce n'est pas les amis d'à côté qui ont livré même Steve Amoussou en question, ou le frère Rouville en question? Non, Steve Amoussou n'est pas livré, n'est pas encore livré. Parce qu'il reste, pour moi, à prouver qu'il s'agit que Steve Amoussou, qu'il s'agit de frère Rouville. Ça, je crois que ce débat reste à venir. En tout cas, ça, c'est un débat de forme que nous sommes en train de faire. Oui. Nous revenons dans le fond, Oui. en parlant justement des différentes chroniques que vous aussi, vous avez l'habitude de suivre. Oui. On n'est pas, en tout cas, en train de relier ni Steve Amoussou au frère Rouville, Oui. mais je veux parler des chroniques, des différentes chroniques de frère Rouville. Vous avez l'habitude de suivre ces chroniques. Oui, bien et en tant que personnalité, en tant qu'acteur politique, est-ce que c'est bien quand même de jeter entre griffes de l'opprobre, selon l'opinion, sur nos autorités aujourd'hui qui nous dirigent? Non, je trouve que c'est regrettable que on puisse recourir à de pareils moyens pour animer notre opposition. Je ne suis pas d'accord que des informations dont nous n'avons pas la véracité soient distillées dans l'opinion. Et ça, je me souviens à mes débuts de prise de position politique, je le partageais avec les camarades. J'insiste que nos dénonciations soient fondées et reposent sur des faits avérés. Il ne faut pas que sur la base d'une rumeur, un responsable puisse reprendre une rumeur et le distiller. Ce n'est pas bon. Et ça fait partie d'une des faiblesses de notre opposition et plus largement de notre échiquier politique. On distille très vite des choses dont on n'a pas la certitude. Ça, c'est un aspect que j'observe dans les chroniques dites du frère Rouville. L'autre chose aussi, bon, cette acrimonie qu'il déverse sur X, Y, sur tout le monde, c'est pas seulement les autorités, sur X, Y, je trouve quand même que c'est un peu excessif et que on peut dénoncer les choses en y mettant la forme requise. Notre peuple est un peuple de paix. Le Béninois, de façon générale, s'est montré toujours comme un homme bien éduqué. Nous avons reçu une belle éducation, ça il faut le signaler, qui ne nous autorise pas à attaquer les personnes âgées d'une certaine façon. Donc c'est ça que je regrette dans ces chroniques que j'ai souvent écoutées. J'ai été surpris aussi des affirmations péremptoires qui sont distillées à travers ces chroniques. Et j'attends
le jour où un procès va se faire contre ce frère Onvi, j'attends aussi, comme le peuple béninois, à ce que la source de certaines informations nous soit révélée pour qu'on puisse apprécier, parce qu'il y a des choses suffisamment quand même grave, d'une certaine gravité, qui se distillait à travers ces chroniques. Donc c'est ce que je peux regretter là-dessus. On peut s'opposer à tout régime, on peut dénoncer les choses en y mettant une certaine forme, sans acrimonie, de la façon la plus courtoise possible, dans le respect de l'autre, et dénoncer ce qui est. Vous aurez remarqué que c'est ce que nous essayons de faire au niveau de notre parti. Et ça ne plaît, il faut dire que ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont dans le sensationnel, dans l'émotion. On a envie de dire des choses pour plaire. Moi, je dirais jamais quelque chose pour plaire. Mais je dirais ce dont je suis sûr, ma conviction personnelle. Ce dont je suis sûr, sur toute la ligne, je défendrai des causes dont je suis sûr. J'affirmerai des choses dont je suis sûr, des choses dont je peux apporter la preuve également. Mais pour faire plaisir à une opinion, parce que je veux avoir, je sais pas quoi là, je veux être applaudi par, comment je vais dire, par la rue, donc dire des choses pour plaire, je ne le ferai pas. Ça, ce n'est pas faire de l'opposition. Et c'est ça fait partie des choses que je reproche à notre opposition à laquelle j'appartiens. Vous verrez que le débat manque parfois de précision, de choses concrètes. Le débat, j'étais tenté de dire stérile, mais vous voyez, une opposition vient avec des contre-propositions en face de quelque chose que un régime est en train de faire. Vous allez observer que dans la plupart de nos dénonciations, nous allons rester dans le verbiage. Notre opposition s'attaque même à des personnes. Non. Nous attaquons à la manière dont nous sommes gérés. Nous ne voyons pas la personne du chef de l'État ou de son gouvernement. Nous voyons des problèmes concrets que nos concitoyennes et concitoyens vivent en ce moment. La paupérisation continue. Le chômage, chaque année, plus de 40 000 jeunes nouveaux sont versés dans le marché de l'emploi. Alors que les conditions pour stimuler l'entrepreneuriat ne sont pas totalement réunies. Les conditions, les recrutements, on n'en fait pas. Vous voyez bien la situation des AME, vous voyez la situation de l'emploi de façon générale. Ça, nous attendons des solutions du régime, des solutions concrètes. Vous voyez combien de personnes meurent chaque jour d'AVC et des maladies ordinaires. L'espérance de vie diminue de plus en plus parce que les gens n'ont pas accès aux soins de santé. Les gens mangent mal, le repas quotidien est devenu une chose difficile. C'est ça qui fait, nous, notre préoccupation. Nous n'avons pas de problème personnel avec quelqu'un. Lorsque le régime va apporter des solutions concrètes en face de ces difficultés des jeunes, nous allons l'applaudir. D'accord. Et c'est pour ça que ce qui se fait de bien, on n'est pas contre ça. Mais il demeure que nos populations, les problèmes les plus essentiels, l'accès à l'éducation, les questions de l'emploi, les questions de l'accès aux soins de santé restent un problème que le régime de la rupture reste sous en face de ça. Et nous voulons que notre opposition se raffermisse et puisse faire des contre-propositions en face de ce qui se fait. J'aurais souhaité que chaque fois, de plus en plus, que nous allons à des contre-propositions. Et donc ça nous évite de rester dans le sensationnel, ça nous évite de glisser facilement, hein, ça évite la glissade dans l'émotion où on a besoin d'injurier celui qui est en train de faire mal avant de montrer qu'il fait mal, non? On peut dire qu'il fait mal sans l'injurier. Et moi, d'ailleurs, mon éducation ne me permet pas d'insulter quelqu'un, donc je ne le fais jamais. En tout cas, on voit au sein de certaines oppositions un silence à la limite coupable, si vous me permettez. Quand vous prenez les chroniques de Frère Onvi, vous l'aviez condamné avec véhémence, justement,
la façon dont elle est écrite, la façon dont elle est distillée dans l'opinion. Depuis toujours, on n'a jamais entendu une partie de l'opposition dire attention, ce que nous entendons depuis là, ça n'honore pas notre pays. Mais rapidement, on a lié rapidement Steve Wamoussou à Frère Onvi. Pourquoi l'opposition dont vous appartenez n'agit pas et qu'assez après, trop tard, on vient maintenant faire une conférence de presse en disant, ben, écoutez, nous condamnons les droits fondamentaux, nous voulons la justice, nous voulons l'équité. Non, que voulez-vous que nous condamnions? Vous voyez, on ne peut pas, il y a une chose qui est certaine. Lorsque nous sommes dans l'action publique, on ne peut pas éviter d'être critiqué ou d'être injurié. Vous, M. Mathieu, dans votre profession, vous avez vu, personne ne vous insulte. Personne ne va vous là. Mais quand vous prenez quelqu'un comme moi, qui a un parcours des plus exemplaires, lorsque j'ai accepté de me mettre dans l'espace public, vous avez vu, tu es traité de tout. Surtout si tu affiches un esprit puritain, tu veux faire les choses suivant les règles de l'art, tu veux que tout se passe bien, vous aurez maille à partir avec tout le monde. Parce qu'il y a une bonne partie des Béninois qui n'aiment pas la rigueur, qui n'aiment pas ce qui est bien. On aime faufiler, faire des acrobaties pour avancer. Bon. Alors, donc, on ne peut pas refuser d'être critiqué parfois avec véhémence. Il faut qu'on puisse distinguer le frère Onvi de Steve. Non, vous l'aviez dit. Je continue vous l'aviez dit. Maintenant, parlant de la chronique, des chroniques du frère justement. Onvi, je trouve que... On n'a jamais entendu l'opposition se prononcer sur ces différentes chroniques. Il n'est pas du rôle de l'opposition de venir se prononcer sur des chroniques d'un avatar. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'abord, qui vous a dit que frère Onvi est même béninois? Il vous a dit qu'il est béninois. Mais sur quelle base? D'accord, on ne parle pas de son origine. Admettons même qu'il n'est pas béninois. Oui. Mais prenons les chroniques, les différentes chroniques. Oui. Vous l'aviez condamné, vous avez dit que la façon dont elle est écrite n'est pas bonne. Oui. Vous l'aviez dit, Expérience TV. Oui. Maintenant, que faisait l'opposition quand ces différentes chroniques sont distillées sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que les citoyens vont faire? Nous écoutons et nous déplorons. Moi je n'ai jamais eu de problème avec un frère Onvi. Je n'ai jamais eu de problème avec lui parce que, bien que je sois dans l'action publique, frère Onvi ne m'a jamais attaqué, ne m'a jamais critiqué. Donc, que voulez-vous que je dise de ça? Il revenait aussi à ceux qui l'attaquent, parfois, de venir, de réagir et de dénoncer les attaques maladroites peut-être qui se faisaient. Il ne revient pas à toute l'opposition de se prononcer sur des chroniques d'un avatar qu'on ne connaît pas. Ça, c'est là où je veux qu'on fasse la part des choses. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la source, et dont une chronique apparaît fortuitement sur les réseaux sociaux. Vous allez vous lever pour aller répondre à ça, non? Peut-être ceux qui sont attaqués, peut-être ceux qui sont injustement attaqués. J'évite de me prononcer sur une histoire d'une chronique, d'un certain frère Onvi que je ne connais pas et qui n'existerait pas à mon point de vue. Mais par contre, Steve Wamoussou a mérité, par question de principe, a mérité notre soutien et nous l'avons apporté tout notre soutien. En tout cas, vous avez parlé des problèmes dont sont confrontés les jeunes. Vous avez parlé peut-être du chômage, vous avez parlé des difficultés diverses que rencontrent les jeunes, mais n'oubliez pas, le gouvernement depuis 2016 fait beaucoup d'efforts, Expérience TV, la création de la GDIZ à Glo. Vous avez vu l'ancien président Nicéphore Soglo qui a salué le mérite de ce gouvernement-là. Il était même surpris de voir quand même que une usine s'est installée sur plus de 1640 hectares avec les différents emplois qui sont créés. En tout cas, actuellement, d'ici 2030, 300 000 emplois à projeter. Aujourd'hui, plus de 10 000 emplois directs concrets à la GDIZ. Depuis, on ne vous a jamais vu vous prononcer sur ces sujets-là. Les conditions des AME, vous l'aviez dit, les AME, quand même, aujourd'hui, le gouvernement a tout fait pour leur payer 12 mois sur 12, avec les congés à l'appui. Quand vous prenez du recul, est-ce que ce n'est pas quand même à féliciter, Expérience TV?
Non, écoutez, vous avez évoqué le cas GDIZ. Je vous ai dit tantôt que nous, au niveau de notre parti, nous nous prononçons sur des choses que nous avons vues et touchées du doigt. La GDZ est là. Et à cet effet, oui, j'en viens. À cet effet, nous avons sollicité il y a depuis un certain temps au niveau de notre des instances de notre parti, nous avons retenu d'effectuer une visite à la GDZ afin de voir ce qui se passe depuis. Vous voyez quand même à la télé. Vous l'avez vu à la télé. Il y a bien longtemps, mais il y a un problème de calendrier qui a fait que nous n'avons pas pu effectuer encore ce déplacement afin de nous prononcer maintenant. Mais sur ce que nous entendons. C'est un effort qui est fait et à saluer. Si, à travers ce que les déclarations, mais les chiffres même du chef de l'État, qui disait que c'est près de 3000 emplois directs chaque année qui se font, mais c'est à saluer. Mais je vous ai dit tantôt que chaque année là, c'est au moins 40 000 jeunes nouveaux qui sont déversés sur le marché de l'emploi et qui sont à la charge de leurs parents. L'État ne peut pas tout absorber. Non, l'État ne peut pas tout absorber, mais l'État a le devoir de créer les circonstances pour que les jeunes puissent s'épanouir, travailler, l'entrepreneuriat. Quel que soit ce que cela coûte, quel que soit ce qu'il faut que l'État crée les conditions pour que tous les citoyens puissent exercer, puissent travailler et vivre des fruits de leur travail. C'est ça le problème. Et tant qu'il y a une bonne partie de ces Béninoises et Béninois qui sont laissés pour compte, nous allons continuer par dire que ça ne va pas. Donc, GDIZ, c'est bon. Il peut y avoir GDIZ dans tous les quartiers, c'est à saluer, mais aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, ça ne suffit pas encore pour régler le problème des jeunes sans emploi. C'est ça. Et nous voulons qu'on en fasse davantage. Qu'on en fasse davantage. Ils sont très nombreux. C'est vrai que au même moment, on note aussi au niveau de cette jeunesse parfois un manque d'effort et d'engagement. Mais il revient toujours au gouvernement de travailler sur ces leviers pour pour inciter les jeunes à aller au travail. Il faut qu'on puisse ramener le peuple au travail et à encourager le mérite. Féliciter ceux qui s'y mettent. Au lieu, par exemple, quand je prends un exemple, en face du phénomène de, comme vous l'appelez, de cybercriminalité, des gaiman, comme on le dit communément, au lieu qu'on les ramasse par milliers et aller les déposer dans nos prisons pour les nourrir avec difficulté, il vaut mieux les ramasser et aller les mettre dans des camps de formation où on va leur apprendre à travailler, à faire autre chose. Nous avons besoin... Moi, personnellement, je trouve ahurissant que dans un pays où tout est à faire, où on manque de tout, on manque des ouvriers qualifiés dans tous les secteurs de la vie quotidienne, qu'on ait plein de jeunes, qu'on aille enfermer quelque part pour dire que, bon, ils ont des problèmes avec la société, donc on va les garder là. Je trouve ça ahurissant. Alors que, même vous, M. Mathieu, qui est en face de moi, vous avez besoin, pour votre profession, vous avez besoin d'un bon cadreur. Vous en trouvez difficilement, je parie. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit capable de réparer sans difficulté vos appareils que vous utilisez là. Vous en trouvez difficilement, je suis sûr. Vous avez besoin de quelqu'un pour réparer votre motocyclette. Avec succès. Vous en trouvez difficilement. Vous allez trouver des bricoleurs, des gens qui, si jamais votre appareil que vous utilisez là a un petit souci maintenant, et vous vous rendez à quelqu'un qui se dit en griffe réparateur, dès qu'il prend, il maintenant achève l'appareil. L'appareil avait un petit problème. Dès qu'il y touche, maintenant il va l'achever. Vous pensez que on peut continuer par organiser un pays de cette façon-là? Vous ne voyez pas que l'État a une responsabilité de former les jeunes, de les mettre au travail pour qu'on puisse mieux vivre? C'est dans tous les secteurs, juste dans tous les secteurs, je vous dis. Si un jeune, vous battez là maintenant, votre petite voiture, vous pouvez mettre tous vos moyens à aller acheter une petite voiture. Ce qui va vous tuer, c'est les mécaniciens. Dès que vous avez, le jour où la voiture a un petit souci et vous rentrez chez un mécanicien, c'est le jour où commence votre calvaire. Parce que dès qu'il va toucher ça, il va mettre, bousiller, je vais dire. Il met tout à l'envers
Et vos problèmes commencent maintenant. Alors que vous aviez un petit problème quand vous êtes parti. Maintenant, vous allez trouver un grand problème. Vous mettez, cela vous astreint à dépenser énormément plus qu'il n'en faut, ce qui n'est pas soutenable avec votre revenu. Quel est ce pays-là? Votre climatiseur a un problème. Vous ne trouverez pas un technicien avéré qui puisse venir identifier la panne qu'il faut et vous la régler au vrai prix. Non. Il vient par tâtonnement, donc il achève l'appareil, ou bien il crée d'autres pannes et vous allez dépenser 10 fois plus qu'il en faut avant d'avoir une satisfaction. C'est comme ça dans tous les compartiments de notre société aujourd'hui au Bénin. Quel est cet État qu'on gouverne? Ça, c'est un État gouverné. Ça, c'est un pays. Et c'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernement? La faute revient premièrement aux gouvernants qui sont chargés d'organiser et d'impulser la dynamique qu'il faut pour mettre le pays sur les rails. La faute leur revient. Il faut qu'on puisse... Regardez, quand vous prenez... Je dis bien, c'est tous les secteurs de notre vie. En tant que... Moi... Pour toutes ces années de travail que j'ai effectué, j'ai eu à collaborer avec tous les corps de métier. J'ai travaillé longtemps dans des projets. Nous ne travaillons pas, nous n'arrivons pas à organiser les jeunes pour les mettre au travail. Il n'y a pas du personnel qualifié. Vous avez un problème de plomberie chez vous, trouvez un plombier efficace qui vienne intervenir, régler ça en un clic pour à moins de coût, vous n'allez pas trouver. Et le problème va se vous appelez quelqu'un, viendra faire rafistoler et vous créez un problème qui va vous coûter plus cher demain. Quel est ce pays-là? Un pays organisé qui marche vers le développement. Nous devons avoir des gens qualifiés. Et le Bénin a besoin de former ses filles et fils pour que nous ayons des gens qualifiés dans tous les secteurs. Nous devons pouvoir exporter d'ailleurs notre expertise vers les pays qui nous entourent. Aujourd'hui, il est carrément ancré dans la conscience des gens que si tu as une voiture de qualité qui a une panne, il faut aller chercher quelqu'un au Nigeria ou bien il faut aller chercher quelqu'un au Ghana. Pourquoi ne pouvons pas inverser cette tendance pour qu'on dise que c'est au Bénin qu'on viendra chercher des gens pour aller intervenir ici et ailleurs? On peut le faire, ce n'est pas difficile. Il n'est jamais trop tard, le gouvernement, c'est cela que le gouvernement y pense. Nous promouvons, c'est cela que nous, au niveau de notre parti, nous voulons que cela se réalise et nous organisons nos jeunes vers cela. C'est ça, de ça que nous avons besoin. Nous ne sommes que 13 millions. Si on y met cette dynamique et on y travaille, tout le monde aura affaire et tout le monde pourra vivre aisément de ce qu'il a appris. En tout cas, vous l'aviez dit, Espérance TV, on va rapidement, pour finir, aborder le Conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre 2024. Le projet budget 2025 envoyé à l'Assemblée nationale, plus de 3 551 milliards, quand même, pour examen et vote à l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours. Quand même, le gouvernement reste constant sur le hautement social, Espérance TV. Non, pas du tout. Est-ce que la transmission d'un budget en hausse de 10% à l'Assemblée nationale signifie que le hautement social? Non, pas du tout. Voyez-vous, je salue l'effort du gouvernement à rester dans les délais pour transmettre son projet de budget à la représentation nationale. C'est bien, mais si, en dépit des embellis, des chiffres que nous vend le gouvernement au niveau des performances économiques, la misère et la pauvreté continuent de battre son plein. À ce seuil que nous observons dans le pays, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème manifeste que le gouvernement doit pouvoir nous expliquer. Pourquoi est-ce que, en observant une croissance continue soutenue au niveau macroéconomique, pourquoi est-ce qu'en même temps, ça crie misère et pauvreté à ce niveau dans le pays? Le gouvernement, vous l'aviez dit, le Béninois travaille peu, vous l'aviez dit tout à l'heure, le gouvernement ne peut pas passer dans toutes les maisons, pour pouvoir satisfaire tout le monde. Ce n'est pas non plus ce que je demande au gouvernement. Et c'est quoi? Je dis simplement que j'observe
qu'en dépit de ces embellies, au niveau des chiffres, j'observe que la pauvreté et la misère battent davantage son plein. Et donc, ça ne suffit pas pour moi que le fait que le gouvernement ait annoncé qu'il ait transmis à la représentation nationale son projet de budget exercice 2025 ne suffit pas pour moi pour dire que le hautement social est en route et que ce budget soit dans une augmentation de 10%. Vous avez peut-être, vous auriez oublié également de me dire que dans ce même compte rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier, alors que nous étions en train de crier sur la situation des dialysés, qu'une mesure a été prise en leur faveur, mais que c'est d'exonérer les équipements, les taxes sur les équipements et entrants. Non, on doit aller au-delà de ça. Le gouvernement doit aller au-delà de ça. Pour les dialyser, il y a la question de la prise en charge de certaines pathologies au niveau sanitaire. Tout le monde est indigent en face de certaines pathologies. Le cancer, et les insuffisances rénales qui appellent la dialyse. Et c'est ce qui tue le plus en ce moment dans le pays. Donc, il ne s'agit pas d'exonérer seulement les taxes. Ça ne suffira pas pour que vous, M. Mathieu, lorsque vous serez, je touche du bois, lorsque vous serez amené à être confronté... Pas moi, il faut pas donner cet exemple. Non, c'est pour ça que je dis je touche du bois. Non, ne touchons à rien, parlons d'autres exemples carrément. Bon, okay. Que les citoyens qui ont ces difficultés-là, lorsqu'ils seront maintenant à l'hôpital, qu'ils pourront faire face à ces charges. Non, je pense que la question de la prise en charge de certaines pathologies au niveau de nos formations sanitaires, telles que les cancers. Vous voyez, au Bénin, chaque année, 1000 nouveaux cas de cancer s'ajoutent à tous ceux-là qui sont là et qui souffrent déjà de cette pathologie. En face de cette maladie, tout le monde est pratiquement indigent parce que les coûts des soins qu'appelle cette maladie, un citoyen normal ne peut pas y faire face. Un citoyen à revenu normal ne peut pas y faire face. Donc, d'où la nécessité au gouvernement de prendre des mesures plus hardies. Si l'espérance de vie se trouve être aussi entamée que la situation que le Bénin vit aujourd'hui, il est indispensable, il est nécessaire que le gouvernement puisse faire des efforts plus considérables. Sinon, la jeunesse est en train de mourir à petit feu et le pays s'en va être dépossédé de ses bras valides. Qu'allons-nous devenir si ça continue à cette vitesse? Il faut que certains secteurs comme celui de la santé, nous attendons encore de ce gouvernement et ils ont encore quelques mois pour le faire, de prendre des décisions vraiment hardies pour assouplir la souffrance de nos populations. Donc pour les dialyser, ça ne suffit pas. Je n'ai pas encore observé le contenu du projet de budget transmis à l'Assemblée. Nous aurons l'occasion certainement d'y revenir. J'espère seulement que des dispositions, in fine, que des dispositions pour le hautement social dont on nous a toujours parlé, soient effectives cette fois-ci dans ce projet de budget. C'est important, il faut que nos gouvernants sachent que nos populations continuent de souffrir, que le panier de la ménagère souffre, que les travailleurs n'arrivent pas à faire face aux charges quotidiennes pour lesquelles ils sont sollicités et qu'un grand effort reste à faire pour nos travailleurs, pour de divers secteurs, pour les Béninois en général, pour qu'ils aient accès aux soins de santé de qualité, pour que les Béninois puissent envoyer leurs enfants à l'école, que ce système éducatif reste aussi entier à réformer, que les centres, les lycées professionnels promis sont indispensables et urgents pour changer le visage de la formation de nos jeunes et que le pays a besoin encore d'efforts de leur part pour vraiment apaiser la tension sociale et la paupérisation continue que nous sommes en train de vivre. Merci à vous, Espérance TV. Ce sera justement votre mot de la fin, mesdames et messieurs.
Vous l'aviez compris, nous sommes au thème de notre émission Face à l'opinion qui recevait pour vous Expérience TB, président du parti Mouvement Populaire de Libération. Nous avons abordé plusieurs questions d'actualité, notamment aussi la vie de son parti politique installé depuis le 3 juillet 2021. Vous le savez très bien. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver, mesdames et messieurs, une autre fois pour un prochain numéro. À très vite.